Elle nettoyait les tables dans le hall de l'hôtel à minuit. Elle a dit au milliardaire « Ne voyagez pas avec votre femme ce soir ». Le lendemain matin, une voiture de luxe était garée devant sa modeste maison. Il était presque minuit quand Émilie Bernard s'est arrêtée un instant devant les grandes baies vitrées du Sagan de l'Hôtel des Lumières. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme de 30 ans aux traits tirés, les cheveux châtains attachés en chignon serré. Les yeux cernés par trop de nuits blanches et de soucis, elle a détourné le regard. Pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Pas maintenant. D'un geste mécanique, elle a attrapé son plateau en argent et s'est dirigée vers les tables encore jonchées de coupes de champagne vides et de serviettes froissées. Le hall de l'hôtel brillait sous les lustres en cristal, tout en dorure et en marbre. Un monde qui n'était pas le sien, mais dans lequel elle évoluait chaque nuit comme un fantôme invisible. Table 7, table 12, table 15, murmurait-elle pour elle-même en nettoyant méthodiquement. Ses mains, calleuses et rougies par les produits d'entretien, tremblaient légèrement. La fatigue, sans doute, ou peut-être l'angoisse qui ne la quittait jamais vraiment. Dans 1 heure, son service serait terminé, 1 heure, et elle pourrait enfin rentrer chez elle. Dans sa petite maison de pierre des faubourgs ouvriers de Marseille, Lucie l'attendait là-bas, endormie sous la surveillance de Madame Bertrand, la voisine du 3e, sa petite Lucie, 8 ans, avec ses grands yeux noisettes et son asthme qui empirait chaque hiver. Émilie a serré les dents en empilant les assiettes sales. Le loyer était en retard de 2 semaines. Les médicaments pour Lucie avaient coûté 63 € ce mois-ci. Il restait 120 € jusqu'à la prochaine paie et il fallait encore acheter de quoi manger, payer l'électricité et... Ne pense pas à ça maintenant, s'est-elle réprimandée à voix basse. Termine ton service, récupère ta fille, dors quelques heures, le reste viendra après. Mais c'était plus fort qu'elle. L'argent, ou plutôt son absence, était devenu une obsession permanente. Un nœud dans son ventre qui ne se dénouait jamais complètement. Chaque euro comptait, chaque centime était précieux, et ce travail de serveuse de nuit à l'Hôtel des Lumières, aussi éprouvant soit-il, était sa seule bouée de sauvetage. Elle ne pouvait pas se permettre de le perdre. Jamais. Elle s'est approchée des tables près des ascenseurs, là où les clients aisés aimaient prendre leur dernier verre avant de monter se coucher. L'odeur du parfum cher flottait encore dans l'air, mélangée à celle du champagne millésimé. Un monde parallèle. Un univers où les gens ne comptaient pas les centimes, où personne ne se demandait comment payer le médecin. C'est alors qu'elle l'a vue, Madeleine Charpentier. Émilie l'a reconnue immédiatement. Impossible de ne pas la reconnaître. Cette femme faisait régulièrement la une des magazines People. Toujours impeccablement coiffée, toujours souriante aux côtés de son mari milliardaire, Philippe Charpentier. Ce soir, elle portait une robe noire qui devait coûter plus que 3 mois de salaire d'Émilie et un collier de diamants qui scintillait sous les lumières comme un petit univers d'étoiles. Madeleine était seule, debout près d'une colonne de marbre, son téléphone collé à l'oreille. Elle parlait à voix basse. Mais dans le silence feutré du hall presque vide, ces mots portaient « Émilie a continué à nettoyer la table la plus proche. » Essayant de se faire discrète, elle ne voulait pas écouter. Ce n'était pas ses affaires. Mais les mots lui parvenaient malgré elle. Clairs et nets. « Étienne, mon amour, demain à 10 h du matin, tout sera réglé. » Le ton était doux, presque tendre. Émilie a jeté un coup d'œil furtif. Madeleine souriait, jouant distraitement avec son collier de diamants. Le pilote Bastien a reçu l'argent. Quand nous survolerons les montagnes de Provence, il y aura une défaillance des commandes. Philippe ne survivra pas. Le plateau a failli glisser des mains d'Émilie. Son cœur s'est mis à battre la chamade. Elle a figé sur place, incapable de bouger, les yeux écarquillés. Enfin, nous serons libres, mon chéri, libres et riches, 200 millions d'euros, les entreprises. Tout nous reviendra. Le rire de Madeleine était cristallin, presque musical. 15 ans à jouer la comédie avec cet homme arrogant. 15 ans à feindre l'amour, à supporter ses caprices, ses ordres. Mais ça valait le coup, n'est-ce pas? Bientôt, je serai dans tes bras, et nous n'aurons plus jamais à nous cacher. Émilie sentait ses jambes se dérober sous elle. Son estomac s'est retourné. Ce qu'elle venait d'entendre? Non, c'était impossible. Ça ne pouvait pas être réel. Mais Madeleine continuait, totalement inconsciente de la présence d'Émilie à quelques mètres d'elle. Tout est organisé. Bastien sait exactement quoi faire. Un accident technique, rapide, propre.
Les enquêteurs ne trouveront rien. Et toi, mon amour, tu seras là pour me consoler publiquement. En bon associé attentionné, personne ne se doutera de rien. Un autre rire, plus froid cette fois. Je dois te laisser. Philippe va descendre d'un instant à l'autre pour son whisky du soir. Je dois jouer encore une fois la femme dévouée, pour la dernière fois. Elle a raccroché, glissé son téléphone dans son sac à main Hermès, puis s'est dirigée vers les ascenseurs d'un pas élégant, comme si de rien n'était. Émilie est restée plantée là, le plateau tremblant entre ses mains. Son cerveau tournait à 100 à l'heure. Qu'est-ce qu'elle venait d'entendre exactement? Un plan pour tuer quelqu'un, pour assassiner Philippe Charpentier, le mari de cette femme. Non, 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 non. Ce n'était pas possible. Mais elle avait entendu chaque mot, chaque détail terrifiant. Le pilote Bastien, l'argent, 10 heures du matin, les montagnes de Provence, une défaillance des commandes, l'amant, Étienne, 200 millions d'euros. Émilie a déposé le plateau sur une table, ses mains tremblant si fort qu'elle avait peur de tout faire tomber. Elle devait respirer, reprendre le contrôle, réfléchir. « Ne te mêle pas de ça, Émilie », a murmuré une petite voix dans sa tête. « Ce n'est pas ton problème. Tu as Lucie, tu as des factures à payer. Si tu dénonces cette femme, tu vas perdre ton travail. Ces gens-là sont puissants, ils te détruiront. Qui croira une simple serveuse de nuit contre l'épouse d'un milliardaire? » C'était vrai, tout était vrai. Elle n'était personne, juste une mère célibataire qui luttait pour survivre. Si elle se mêlait de cette histoire, elle risquait tout, son emploi, sa sécurité, celle de Lucie. Mais elle a fermé les yeux, et le visage de sa fille lui est apparu. Lucie, avec son sourire édenté, ses dessins collés partout sur les murs de leur petite cuisine. Lucie qui lui disait, avec sa voix d'enfant, « Maman, la maîtresse a dit qu'il faut toujours faire ce qui est bien, même quand c'est difficile. » Qu'est-ce qu'elle dirait à Lucie si, un jour, elle découvrait que sa mère avait eu la possibilité de sauver une vie et qu'elle avait choisi le silence? Émilie a rouvert les yeux, la gorge serrée. Ses mains ne tremblaient plus. Quelque chose venait de se solidifier en elle, quelque chose de dur et de déterminé. Un homme allait mourir demain, un homme qu'elle ne connaissait pas, mais un homme quand même, avec une vie, peut-être des enfants, des gens qui l'aimaient, et elle détenait l'information qui pouvait le sauver. Elle a inspiré profondément, essuyé la sueur froide sur son front, et jeté un coup d'œil vers le bar de l'hôtel, là-bas, seul à une table. Un homme aux cheveux grisonnants impeccablement coiffés sirotait un whisky dans un verre en cristal. Il portait un costume sur mesure, une montre qui brillait discrètement à son poignet. Son visage était fatigué, ses épaules légèrement voûtées sous le poids invisible d'un empire. Philippe Charpentier. Le cœur d'Émilie battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Ses jambes semblaient en coton, mais elle s'est forcée à avancer, un pas après l'autre. Elle devait le faire. Elle n'avait pas le choix. Pas si elle voulait pouvoir se regarder dans un miroir demain matin. Émilie s'est approchée du bar, chaque pas lui semblant durer une éternité. Ses chaussures plates résonnaient doucement sur le marbre poli, et elle avait l'impression que tout le monde pouvait entendre les battements frénétiques de son cœur. Mais le hall était presque désert à cette heure tardive. Seuls quelques clients attardés sirotaient un dernier verre avant de regagner leur chambre. Philippe Charpentier était assis seul à une petite table près du comptoir, son regard perdu dans le vide ambré de son whisky. De près, Émilie pouvait voir les rides de fatigue autour de ses yeux, les quelques cheveux blancs qui striaient ses tempes. Il avait l'air d'un homme qui portait le poids du monde sur ses épaules. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Sa gorge était complètement nouée. Comment dire une chose pareille? Par où commencer? Excusez-moi. Sa voix était à peine un murmure. Philippe n'a même pas levé les yeux. Excusez-moi, monsieur Charpentier. Cette fois, il a tourné la tête vers elle, sourcils légèrement froncés. Son regard était froid, distant, celui d'un homme qui n'appréciait pas d'être dérangé. Oui, Émilie a senti ses jambes flageoler. Elle a serré les poings, s'accrochant au peu de courage qui lui restait. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Les mots sortaient difficilement, comme si sa bouche refusait de les prononcer. Mais je dois vous dire quelque chose. C'est important, très important. Philippe a posé son verre sur la table, avec un soupir d'agacement à peine dissimulé. Il l'a regardée plus attentivement.
remarquant l'uniforme de serveuse, les mains tremblantes, le visage blême. « Écoutez, si c'est pour une réclamation concernant le service… » Non. L'exclamation était sortie plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Émilie a baissé la voix, jetant un coup d'œil nerveux autour d'elle. « Non, ce n'est pas ça, monsieur Charpentier. S'il vous plaît, ne prenez pas l'avion avec votre épouse demain matin. » Le silence qui a suivi était pesant. Philippe la fixait maintenant, avec une intensité nouvelle, un mélange de confusion et de méfiance dans les yeux. « Comment avez-vous dit ?» Émilie a pris une inspiration tremblante. C'était maintenant ou jamais. Si elle reculait maintenant, elle ne trouverait plus jamais le courage. « Votre vie est en danger, monsieur. Grave danger. Je vous en supplie. Ne montez pas dans cet avion demain. » Philippe s'est redressé sur sa chaise, son visage se durcissant. « De quoi parlez-vous? Qui êtes-vous? »« Je m'appelle Émilie Bernard. Je suis serveuse ici. » Les larmes commençaient à brouiller sa vue, mais elle a continué. « Il y a quelques minutes, j'ai entendu votre épouse au téléphone. Elle parlait avec quelqu'un, un homme. Ma femme. » Le ton de Philippe était devenu glacial. « Vous espionnez mes clients maintenant. »« Non, je ne voulais pas écouter, je vous jure. » Mais elle parlait près des ascenseurs pendant que je nettoyais les tables et… Émilie s'est essuyé les yeux d'un geste brusque. « Monsieur, elle a dit que demain à 10h du matin, quand vous survolerez les montagnes de Provence, il y aurait une défaillance des commandes de l'avion. » Philippe s'est figé, son visage avait perdu toute couleur. « Quoi ? Elle parlait avec quelqu'un qu'elle appelait Étienne, son amant. » Les mots lui brûlaient à la gorge. Mais Émilie devait tout dire. Elle disait que le pilote, elle l'a appelé Bastien, avait reçu de l'argent, qu'il y aurait un accident, que vous ne survivriez pas. Le verre de whisky que Philippe tenait s'est mis à trembler légèrement dans sa main. C'est une plaisanterie de très mauvais goût. Je vous jure que non, monsieur. Émilie a posé une main sur la table. Se penchant vers lui avec une urgence désespérée, elle a dit qu'elle avait attendu 15 ans à jouer la comédie, à feindre de vous aimer. Elle a parlé de 200 millions d'euros, des entreprises, de tout ce qu'elle hériterait après votre mort. Elle a ri, monsieur. Elle a ri en disant que bientôt elle serait libre et riche, avec cet Étienne. Philippe s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. Son visage était un masque de choc et de fureur mêlée. Vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites. Vous accusez mon épouse de… Je sais. Émilie s'est levée aussi, les larmes coulant librement sur ses joues maintenant. Je sais à quel point ça paraît fou. Je sais que je ne suis personne, juste une serveuse, et que personne ne me croira. Mais je vous dis la vérité, monsieur Charpentier. Je le jure sur la tête de ma fille. Votre femme et cet homme, Étienne, ont payé votre pilote pour vous tuer demain. Philippe la regardait fixement, et Émilie pouvait voir le conflit qui se jouait sur son visage. Il voulait ne pas la croire, écarter tout ça comme les divagations d'une folle, mais quelque chose dans son regard, dans sa voix brisée, dans son désespoir palpable, l'en empêchait. Pourquoi ? Sa voix était rauque, presque inaudible. Pourquoi me racontez-vous ça ? Qu'est-ce que vous voulez ? De l'argent. Émilie a secoué la tête vigoureusement. Je ne veux rien, monsieur. Elle a inspiré profondément, essayant de calmer sa respiration hachée. Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si je ne vous prévenais pas. Si demain j'apprenais votre mort aux informations, sachant que j'aurais pu l'empêcher. Sa voix s'est brisée. Je ne pourrais pas regarder ma fille en face. Philippe est resté silencieux un long moment, scrutant son visage comme s'il cherchait à y lire la vérité. Émilie a soutenu son regard, vulnérable et terrifiée, mais déterminée. « Comment s'appelle votre fille ?» a-t-il fini par demander doucement. « Lucie, elle a 8 ans. Et vous travaillez ici depuis longtemps ?»« 2 ans, monsieur. Le service de nuit ?» Émilie a hésité, puis a ajouté dans un murmure « J'ai besoin de ce travail. » Désespérément. Lucie est asthmatique. Les médicaments coûtent cher. Et… Elle s'est interrompue, réalisant qu'elle s'égarait. Mais ce n'est pas pour ça que je vous parle. Je sais que si quelqu'un découvre que c'est moi qui vous ai dit tout ça, je vais perdre mon emploi. Peut-être pire. Mais tant pis. Votre vie vaut plus que mon confort. Philippe a détourné le regard, passant une main tremblante dans ses cheveux. Émilie pouvait voir qu'il luttait pour digérer l'information, pour décider s'il devait la croire ou non. Vous avez dit, Bastien,
C'est bien le nom que vous avez entendu. Oui, monsieur. Bastien, c'est votre pilote. Philippe a hoché la tête lentement, son visage devenant de plus en plus pâle. Bastien Lefebvre, il travaille pour moi depuis 7 ans. Il a fermé les yeux brièvement, comme si une douleur aiguë le traversait. Et Étienne, vous êtes sûr que c'était ce nom? Certaine. Monsieur, elle l'a appelé plusieurs fois. Étienne, mon amour, Étienne, mon chéri, Étienne Roux. Les mots étaient sortis comme un gémissement. Mon associé, j'ai bu un verre avec lui pas plus tard qu'hier soir. Philippe s'est laissé retomber sur sa chaise, le visage entre les mains. Émilie est restée debout, ne sachant pas quoi faire, désespérément consciente d'avoir fait exploser le monde de cet homme en quelques minutes. « Monsieur, je suis désolée, tellement désolée, mais vous devez me croire. Et s'il vous plaît, elle a joint les mains, comme en prière. Ne révélez pas que c'est moi qui vous l'ai dit. J'ai une petite fille qui dépend de moi. Si votre femme ou les autres découvrent... » Philippe a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges, humides, mais son regard était clair et déterminé. « Rentrez chez vous, Émilie Bernard. » Sa voix était ferme maintenant. « Rentrez auprès de votre fille, et ne vous inquiétez pas. Vous avez ma parole que personne ne saura que c'est vous qui m'avez prévenu. Jamais. Vous me croyez? Je ne sais pas encore. » Il a sorti son téléphone de sa poche. « Mais je vais vérifier, discrètement. Et si ce que vous dites est vrai, il a serré le téléphone si fort que ses jointures se sont devenues blanches. Alors vous venez de me sauver la vie. » Émilie a senti ses genoux se dérober. Le soulagement était si intense qu'elle avait du mal à respirer. « Merci, monsieur. Merci. »« Non. » Philippe s'est levé, posant une main sur son épaule. « C'est moi qui vous remercie. Quelle que soit la vérité, ce que vous venez de faire demande un courage extraordinaire. Maintenant, rentrez chez vous, serrez votre petite Lucie dans vos bras, et essayez de dormir. Je m'occupe du reste. » Émilie a hoché la tête, incapable de parler davantage. Elle s'est éloignée d'un pas mal assuré, récupérant son sac et sa veste au vestiaire du personnel, puis a quitté l'hôtel dans la nuit froide de Marseille. Derrière elle, Philippe Charpentier était déjà en train de composer un numéro sur son téléphone, son visage dur comme de la pierre. La nuit allait être longue. Émilie a remonté le col de sa veste en traversant les rues désertes de Marseille. L'air de la nuit était glacial, mais ce n'était pas le froid qui la faisait trembler. Ses jambes avançaient mécaniquement, portant un corps vidé de toute énergie, tandis que son esprit tournait en boucle sur ce qui venait de se passer. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle venait de faire? Le trajet en bus jusqu'à son quartier lui avait semblé interminable. Assise sur le siège près de la fenêtre, elle regardait les lumières de la ville défiler sans vraiment les voir. Dans sa tête, la conversation téléphonique de Madeleine Charpentier résonnait encore. Chaque mot gravé dans sa mémoire comme au fer rouge. Demain à 10h du matin, tout sera réglé. Philippe ne survivra pas. 15 ans à jouer la comédie. Émilie a fermé les yeux, sentant une vague de nausée la submerger. Elle avait réellement entendu une femme planifier le meurtre de son propre mari. Ce n'était pas un film, pas un roman noir, c'était réel. Horriblement réel. Et elle, Émilie Bernard, simple serveuse de nuit avec un salaire de misère et un loyer en retard, avait décidé de s'en mêler. Le bus s'est arrêté à son arrêt habituel. Elle est descendue, a marché les 300 mètres jusqu'à sa petite maison de pierre coincée entre 2 bâtiments délabrés. La peinture s'écaillait sur la façade. La gouttière pendait dangereusement. Mais c'était chez elle. C'était là qu'elle avait élevé Lucie seule depuis 8 ans. Là qu'elle avait pleuré, ri, survécu. Madame Bertrand, la voisine, était encore éveillée. La lumière filtrait sous sa porte. Émilie a frappé doucement, et la vieille femme est apparue en robe de chambre fleurie, ses lunettes sur le bout du nez. « Ah, te voilà enfin. Ma petite ?» Son sourire était chaleureux. « Lucie dort comme un ange. Pas une seule crise d'asthme ce soir. »« Merci, Madame Bertrand. Vraiment. Merci. » Émilie a sorti quelques billets froissés de sa poche. « Tenez, pour ce soir. »« Mais non. » « Voyons. » La vieille dame a refermé les doigts d'Émilie sur l'argent. « Garde ça pour les médicaments de la petite. Allez, va te coucher. Tu as une mine épouvantable. » Émilie a souri faiblement et est rentrée chez elle. L'appartement était minuscule. Une chambre qu'elle partageait avec Lucie.
Une kitchenette, une salle de bain grande comme un placard, mais c'était propre, rangé, rempli des dessins colorés de sa fille, accrochés partout sur les murs. Elle s'est glissée silencieusement dans la chambre. Lucie dormait profondément, ses cheveux châtains étalés sur l'oreiller, son petit visage paisible dans la lumière de la veilleuse en forme de lapin. Émilie s'est assise au bord du lit, caressant doucement les cheveux de sa fille. « Ma puce », a-t-elle murmuré. « Qu'est-ce que maman a fait ce soir ?» Lucie a remué légèrement dans son sommeil, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Émilie a senti les larmes lui monter aux yeux. Elle aurait dû se taire, rester invisible comme d'habitude, terminer son service, rentrer à la maison, oublier ce qu'elle avait entendu. C'était l'option intelligente. L'option sûre, mais pouvait-elle vraiment vivre avec ça? Émilie s'est levée, trop agitée pour dormir. Elle est allée dans la kitchenette, a mis de l'eau à chauffer pour une tisane. Ses mains tremblaient encore en sortant la tasse du placard. « Réfléchis, Émilie », s'est-elle dit à voix basse. « Réfléchis aux conséquences. Si Madeleine Charpentier découvrait que c'était elle qui avait tout révélé, que se passerait-il? Ces gens-là étaient puissants, immensément riches. Ils avaient des avocats, des relations, du pouvoir. Ils pourraient la détruire d'un claquement de doigts, la faire renvoyer, s'assurer qu'elle ne retrouve plus jamais de travail à Marseille. Pire encore, et cette pensée lui glaçait le sang. Il pourrait s'en prendre à Lucie. Non, non, ça n'arriverait pas. Philippe Charpentier avait promis de garder le secret. Il avait donné sa parole. Mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Elle ne le connaissait pas. C'était un milliardaire. Quelqu'un qui évoluait dans un monde totalement différent du sien. Qu'est-ce qui lui garantissait qu'il tiendrait parole? L'eau s'est mise à bouillir. Émilie a versé la tisane, s'est assise à la petite table de la cuisine. Les factures étaient empilées dans un coin. Électricité, loyer, médecin, pharmacie. Chaque enveloppe était un rappel cruel de sa précarité. Si elle perdait son emploi, elle a bu une gorgée de tisane brûlante, sentant la chaleur descendre dans sa gorge, apaisant légèrement la boule d'angoisse qui s'y était logée. Mais la véritable question n'était pas là, n'est-ce pas? La véritable question était: aurait-elle pu vivre avec elle-même si elle n'avait rien dit? Émilie a pensé au visage de Philippe Charpentier. Un homme fatigué, seul à son bar, buvant son whisky sans se douter que sa propre femme planifiait sa mort. Il avait peut-être des enfants, des parents, des amis qui l'aimaient, qui auraient pleuré sa disparition, et elle aurait laissé faire. Elle aurait laissé cet homme monter dans un avion piégé, regarder les informations le lendemain soir, en sachant qu'elle aurait pu l'empêcher. Non. A-t-elle murmuré dans le silence de sa cuisine? Non, je n'aurais pas pu. Elle s'est souvenue d'une conversation avec Lucie. Quelques semaines plus tôt, sa fille était rentrée de l'école, les yeux brillants d'indignation. « Maman, tu sais ce qui se passe aujourd'hui. Mathis a volé le goûter de Léa et personne n'a rien dit, même pas la maîtresse, parce qu'elle n'a pas vu. Et toi, ma puce, tu as dit quelque chose. » Lucie avait baissé les yeux, honteuse. « Non, j'avais peur que Mathis se moque de moi après. Mais j'aurais dû, hein, maman, la maîtresse dit toujours qu'il faut faire ce qui est bien, même quand c'est difficile. » Émilie l'avait serré dans ses bras. « Tu as raison, mon cœur. Faire ce qui est juste, c'est souvent difficile. Ça demande du courage. Mais c'est ce qui compte vraiment. » Le lendemain, Lucie était allée voir la maîtresse pour raconter l'incident. Mathis avait dû s'excuser à Léa, et sa fille était revenue à la maison rayonnante de fierté. Émilie a souri tristement en se remémorant cette scène. Quelle hypocrite elle aurait été de prêcher à sa fille des valeurs qu'elle-même n'aurait pas eu le courage de suivre. Non, elle avait bien fait. Quoi qu'il arrive maintenant, quelles que soient les conséquences, elle avait fait ce qui était juste. Elle a fini sa tisane et s'est levée pour aller se coucher. En passant devant la chambre, elle a jeté un dernier coup d'œil à Lucie, qui dormait paisiblement. Son cœur s'est serré. « Je t'aime, ma puce », a-t-elle chuchoté. « Et j'espère que tu comprendras un jour pourquoi maman a fait ça. J'espère que je t'ai rendue fière. » Elle s'est glissée dans le lit à côté de sa fille, mais le sommeil ne venait pas. Son esprit tournait en rond, rejouant encore et encore la scène à l'hôtel. Le visage de Madeleine riant au téléphone. La voix de Philippe, d'abord froide puis choquée, ses propres mains tremblantes. Et si Philippe ne la croyait pas, finalement, et s'il pensait qu'elle était folle,
qu'elle inventait tout ça. Non, elle avait vu quelque chose changer dans son regard quand elle avait mentionné Bastien et Étienne. Il avait réagi. Ces noms signifiaient quelque chose pour lui. Il allait vérifier. Il devait vérifier. Les heures ont passé lentement. Émilie regardait les chiffres lumineux du réveil avancer. 2 heures, 3 heures, 4 heures. Dehors, la ville dormait. Quelque part dans Marseille, Philippe Charpentier était peut-être lui aussi éveillé, réfléchissant à ce qu'elle lui avait dit, décidant s'il devait la croire, et quelque part, Madeleine Charpentier dormait probablement paisiblement, ignorant que son plan venait peut-être d'être déjoué. À 5 heures du matin, alors que la première lueur de l'aube commençait à filtrer à travers les volets, Émilie a enfin fermé les yeux, épuisée. Elle avait fait son choix, pour le meilleur ou pour le pire. Elle avait choisi la vérité plutôt que le silence, la conscience plutôt que la sécurité. Maintenant, elle ne pouvait plus qu'attendre et espérer qu'elle n'avait pas tout perdu dans l'opération. Lucie a remué dans son sommeil, se blottissant contre sa mère. Émilie l'a serrée doucement contre elle, respirant l'odeur de shampoing à la fraise dans ses cheveux. « Quoi qu'il arrive, ma puce », a-t-elle murmuré, « maman a fait ce qu'elle devait faire. » Et sur cette pensée, elle s'est enfin endormie. Philippe Charpentier n'avait pas bougé de sa table pendant de longues minutes après le départ d'Émilie. Son whisky était devenu tiède, oublié. Ses pensées tournoyaient dans un chaos qu'il peinait à maîtriser. 15 ans de mariage avec Madeleine. Il a fermé les yeux, tentant de se remémorer des signes, des indices qu'il aurait pu manquer. Y avait-il eu des moments où elle avait laissé transparaître sa vraie nature? Des regards froids, des mots ambigus, des gestes révélateurs. Mais tout ce qui lui revenait, c'était l'image d'une épouse parfaite, toujours souriante aux événements mondains, toujours élégante, toujours présente. Elle jouait son rôle à la perfection. Si c'était vraiment un rôle, Philippe a sorti son téléphone et composé un numéro qu'il connaissait par cœur. Une sonnerie, 2 sonneries, puis une voix ensommeillée a répondu « Philippe, il est minuit passé. Qu'est-ce qui se passe? Jacques, j'ai besoin de toi, immédiatement. » Le ton de sa voix a dû alerter son chef de la sécurité, car Jacques Morel a répondu instantanément, tout vestige de sommeil disparu. « J'arrive, où es-tu? » « Au bar de l'hôtel, viens discrètement. » Et Jacques? Philippe a marqué une pause. « N'en parle à personne, tu m'entends? » « Compris, je suis là dans 20 minutes. » Philippe a raccroché et commandé un café. Il devait garder les idées claires. Si ce que cette femme, Émilie, lui avait raconté était vrai, alors chaque minute comptait. Le vol était prévu pour 10 heures du matin. Il restait moins de 10 heures. 10 heures pour vérifier une histoire invraisemblable qui, pourtant, expliquait tant de choses. Jacques est arrivé 18 minutes plus tard. En jean et pull sombre, l'air inquiet, c'était un homme trapu d'une 50aine d'années, ancien militaire, loyal jusqu'à la moelle. Philippe le connaissait depuis 20 ans. Si quelqu'un pouvait l'aider, c'était lui. Qu'est-ce qui se passe? Jacques s'est assis en face de lui, scrutant son visage. « Tu es blanc comme un linge. » Philippe lui a raconté tout. La serveuse, la conversation surprise, le plan présumé, les noms, Bastien, Étienne, Madeleine. À mesure qu'il parlait, il voyait le visage de Jacques passer de l'incrédulité à la stupéfaction, puis à quelque chose de plus sombre. « Bon sang !» a murmuré Jacques quand Philippe a terminé. « Étienne Roux, ton associé, c'est ce qu'elle a dit, et tu la crois, cette serveuse? Tu ne la connais même pas. » Philippe a réfléchi un instant avant de répondre. Elle n'avait aucune raison de mentir. Elle tremblait de peur, Jacques. Elle savait qu'en me parlant, elle risquait son emploi. Peut-être pire. Et pourtant, elle l'a fait quand même. Il a serré les poings. Et puis, il y a ces noms. Bastien, Étienne. Comment aurait-elle pu les inventer? Jacques a hoché lentement la tête. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vérifie, discrètement, si Madeleine ou Étienne se doutent qu'on sait quelque chose. Ils peuvent disparaître ou modifier leur plan. Par quoi on commence? Philippe a réfléchi rapidement. Les communications? Tu peux intercepter les appels téléphoniques de Madeleine? Jacques a sorti son propre téléphone. Ça va prendre quelques heures pour mettre en place une surveillance légale. Mais, il a hésité. Si c'est une question de vie ou de mort, je connais quelqu'un qui peut accéder au relevé de façon moins orthodoxe. Fais-le.
Pendant que Jacques passait des coups de fil discrets, Philippe a réfléchi à la suite, les comptes bancaires. Si Bastien avait été payé, il devait y avoir une trace quelque part. Jacques, tu peux aussi vérifier les mouvements bancaires récents, ceux de Madeleine, d'Étienne et de Bastien Lefebvre. Je m'en occupe. Jacques a raccroché son appel. Mon contact peut avoir les relevés téléphoniques dans 2 heures. Pour les comptes, ça va être plus délicat. Fais au plus vite. Les 2 hommes se sont installés dans une suite inoccupée de l'hôtel, transformant le salon en quartier général improvisé. Jacques a branché son ordinateur portable, établissant des connexions sécurisées avec ses contacts. Philippe faisait les 100 pas, incapable de rester assis. Chaque minute qui passait le rongeait un peu plus. Et si c'était vrai, si Madeleine, sa femme, la femme avec qui il partageait son lit depuis 15 ans, avait vraiment planifié son assassinat, l'idée était si monstrueuse qu'une partie de lui refusait encore d'y croire. Philippe a appelé Jacques vers 3 heures du matin. J'ai les relevés téléphoniques. Philippe s'est précipité. Sur l'écran de l'ordinateur s'affichait une liste d'appels. Regarde! Jacques a pointé une série de numéros. Madeleine a appelé ce numéro au moins 15 fois dans les 3 derniers mois. À qui appartient-il? Jacques a tapé sur son clavier. Étienne Roux. Le sang de Philippe s'est glacé dans ses veines. 15 appels en 3 mois, entre sa femme et son associé, des appels dont il n'avait jamais entendu parler, et ce numéro-là, Jacques montrait une autre série d'appels, plus récents. Elle l'a contacté 7 fois dans les 2 dernières semaines. Qui est-ce? Quelques clics plus tard, Jacques a levé les yeux vers lui. Bastien Lefebvre. La pièce a semblé tourner autour de Philippe. Ce n'était plus une théorie. Ce n'étaient plus les divagations possibles d'une serveuse. C'était réel. Des preuves concrètes. Froides. Indiscutables. Il y a plus. A continué Jacques d'une voix tendue. Mon contact dans la banque vient de m'envoyer ça. Il a ouvert un nouveau fichier. Philippe s'est penché pour lire. Un virement de 500 000 € de Madeleine Charpentier vers Bastien Lefebvre, effectué il y a 1 semaine. Mon Dieu, a murmuré Philippe, s'appuyant contre le bureau. C'est vrai, tout est vrai. Jacques s'est levé, posant une main ferme sur l'épaule de son ami. On doit agir maintenant. Appeler la police. Faire arrêter. Non. Philippe s'est redressé, le visage durci par une détermination nouvelle. Pas encore. Si on alerte les autorités maintenant, ils auront le temps de tout nier, de faire disparaître les preuves. Je veux des aveux. Je veux qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. Comment? Philippe a regardé l'heure sur son téléphone. 4h30 du matin. Le vol était prévu pour 10 heures. On va confronter Bastien, maintenant, avant qu'il ait le temps de réfléchir ou de prévenir qui que ce soit. Jacques a hoché la tête. D'accord, je sais où il habite. 45 minutes plus tard, ils se garèrent devant un petit immeuble dans un quartier résidentiel de Marseille. Bastien Lefebvre vivait au 3e étage. Jacques a crocheté la serrure de l'immeuble, une compétence acquise durant ses années dans l'armée, et ils sont montés silencieusement. Philippe a frappé à la porte de Bastien, fort, insistant. Après un long moment, des pas traînants se sont fait entendre. Puis la porte s'est entr'ouverte sur la chaîne de sécurité. Le visage ensommeillé et barbu de Bastien est apparu. « Monsieur Charpentier, qu'est-ce que... » « Il est 5 heures du matin. Ouvre cette porte, Bastien, tout de suite. » Quelque chose dans le ton de Philippe, glacial, impitoyable, a fait pâlir le pilote. Il a refermé la porte pour enlever la chaîne, puis l'a rouverte complètement. Il portait un t-shirt froissé et un pantalon de pyjama. Philippe et Jacques sont entrés sans attendre d'invitation. Bastien a reculé, les yeux écarquillés. « Monsieur, je ne comprends pas ce qui... » « Ferme-la et assieds-toi. » Le ton était si autoritaire que Bastien s'est laissé tomber sur le canapé du salon sans protester. Philippe s'est planté devant lui, Jacques bloquant la sortie. « On va avoir une conversation très simple, Bastien. Et tu vas me dire la vérité, ou je te jure que tu passeras les 20 prochaines années en prison. » « Quoi? De quoi vous parlez ?» Philippe a sorti son téléphone, affichant le relevé bancaire. « 500 000 € virés par ma femme sur ton compte il y a 1 semaine. Qu'est-ce que c'était? Un cadeau d'anniversaire ?» Le visage de Bastien est devenu livide. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Aucun son n'en sortait. « Ou peut-être ?» a continué Philippe d'une voix dangereusement calme. « C'était le prix pour saboter l'avion ce matin et me tuer. » « Non. » Bastien s'est levé d'un bond. « Non, je ne... » « Tu ne quoi? Tu n'allais pas le faire. Tu n'as pas accepté cet argent. »
Philippe s'est avancé, le dominant de toute sa hauteur. 7 appels téléphoniques de Madeleine dans les 2 dernières semaines. Qu'est-ce que vous vous racontiez, Bastien? La météo? Le pilote tremblait maintenant, des larmes commençant à couler sur ses joues. « Je suis désolé », a-t-il murmuré. « Mon Dieu, je suis tellement désolé. » Philippe a senti quelque chose se briser en lui, la dernière lueur d'espoir qu'il entretenait encore, que tout ceci n'était qu'un terrible malentendu, venait de s'éteindre. « Raconte-moi tout », a-t-il ordonné d'une voix rauque. « Tout, et si tu omets un seul détail, je te garantis que tu le regretteras. » Et Bastien, effondré, en larmes, a commencé à parler. Bastien Lefebvre s'est effondré sur son canapé, le visage enfoui dans ses mains. Ses épaules tremblaient de sanglots étouffés. Philippe est resté debout devant lui, impassible, attendant. Jacques s'était installé près de la fenêtre, surveillant discrètement la rue en contrebas. « Parle », a ordonné Philippe d'une voix de glace. Bastien a relevé la tête. Son visage était ravagé, ses yeux rouges et gonflés. « Ça a commencé il y a 3 mois », a-t-il commencé d'une voix brisée. « Votre femme m'a appelé. Elle voulait me parler en privé. J'ai cru que c'était pour organiser un vol surprise pour votre anniversaire ou quelque chose comme ça. » Il s'est essuyé le nez du revers de la main, comme un enfant pris en faute. On s'est retrouvés dans un café du Vieux-Port. Elle était différente, froide, calculatrice. Elle m'a demandé si j'aimais mon travail, si j'étais bien payée. Bastien a ri amèrement. Je lui ai dit la vérité, que vous me payiez correctement, mais que j'avais des dettes, beaucoup de dettes. Ma femme est partie l'année dernière en emportant la moitié de nos économies. J'ai 2 enfants à l'université. Les factures s'accumulent. Philippe écoutait, le visage de marbre. Chaque mot de Bastien était un coup de poignard. C'est là qu'elle a sorti son téléphone et m'a montré une photo. La voix de Bastien s'est brisée. Une photo de moi en train de falsifier des rapports de maintenance, il y a 2 ans. J'avais besoin d'argent rapidement. J'ai pris des raccourcis, inventé des vérifications que je n'avais pas faites. Rien de dangereux, je vous le jure. Juste de la paperasse, mais si ça sortait, tu perdrais ta licence de pilote. Philippe a terminé sa phrase, comprenant la mécanique du piège. Exactement. Bastien a enfoncé son visage dans ses paumes. Elle m'a dit qu'elle garderait le silence si je lui rendais un service. Un seul. Me tuer. Le mot est tombé dans le silence comme une pierre dans un puits. Bastien a hoché la tête misérablement. Elle a dit que ce serait facile. Un dysfonctionnement technique au-dessus des montagnes de Provence. Un accident, personne ne saurait jamais. Les enquêteurs concluraient à une défaillance mécanique. Il a relevé les yeux vers Philippe, suppliant. J'ai refusé. Au début, j'ai refusé. Je lui ai dit que j'irais plutôt en prison. Mais elle a augmenté la pression. Elle est revenue me voir 1 semaine plus tard avec M. Roux. Philippe a tressailli. Entendre le nom de son associé dans ce contexte était pire que tout. Étienne m'a expliqué que si je refusais, non seulement je perdrais ma licence, mais il s'arrangerait pour que je sois poursuivi pénalement, faux en écriture publique, mise en danger de la vie d'autrui. Ils avaient des avocats, des relations, ils pouvaient me détruire. Des larmes coulaient librement sur les joues de Bastien maintenant. Et puis, Madeleine a posé une enveloppe sur la table. 500 000 €. Elle a dit que c'était assez pour tout recommencer. Payer mes dettes, aider mes enfants, partir loin. Philippe a fermé les yeux brièvement. 500 000 €, le prix de sa vie. Comment devais-tu t'y prendre? La question venait de Jacques, toujours posté près de la fenêtre. Bastien a dégluti péniblement. J'ai un accès complet à l'avion. Personne ne vérifie ce que je fais. Je devais saboter le système hydraulique et le pilote automatique, au-dessus des montagnes, à haute altitude, quand il serait trop tard pour réagir. Sa voix s'est éteinte. L'avion se serait écrasé. Vous seriez tous morts. Madeleine, vous, tout le monde. Madeleine devait mourir aussi. Philippe a froncé les sourcils. C'est ce qu'elle disait, pour ne pas éveiller les soupçons. Elle m'a assuré qu'au dernier moment, elle trouverait une excuse pour ne pas monter. Un malaise, un rendez-vous urgent, n'importe quoi. Bastien a secoué la tête. Ils avaient tout prévu, tout. Un silence pesant s'est installé dans la pièce. Philippe sentait une rage sourde bouillonner en lui, mais il devait rester concentré. Et Étienne, quel était son rôle exactement? Il était le cerveau, je crois. C'est lui qui a élaboré le plan.
qui a trouvé le moyen de me faire chanter. Madeleine était... Bastien a cherché ses mots. Elle était froide, calculatrice. Mais lui, il était pire. Il prenait plaisir à tout ça. Il riait en parlant de votre mort, monsieur Charpentier. Il disait que vous étiez un idiot qui ne voyait jamais rien venir. Philippe a serré les poings si fort que ses ongles se sont enfoncés dans ses paumes. Étienne Roux, son associé depuis 10 ans, l'homme avec qui il avait bâti son empire, l'homme qu'il considérait comme un ami, quand devais-tu effectuer le sabotage? Ce matin, à 7 heures, avant l'arrivée de l'équipe au sol, Bastien a regardé l'horloge murale. Il était presque 6 heures. Je n'y suis pas encore allé. J'ai passé la nuit éveillée, à me demander si j'allais vraiment le faire. Est-ce que tu l'aurais fait? La question de Philippe était chargée de tension. Bastien a baissé les yeux. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi voulait appeler la police, tout leur raconter, mais j'avais tellement peur. Peur pour mes enfants, peur de la prison, peur de tout perdre. Philippe s'est approché et s'est accroupi devant le pilote effondré. « Écoute-moi bien, Bastien. Tu as fait des erreurs terribles, mais il n'est pas trop tard pour les réparer. » Bastien a relevé les yeux, une lueur d'espoir timide dans le regard. « Comment? Tu vas tout raconter à la police. Chaque détail. Les menaces, l'argent, le plan exact. Tu vas témoigner contre Madeleine et Étienne. Mais je vais aller en prison. Probablement, a acquiescé Philippe. Mais beaucoup moins longtemps que si tu avais mené ce plan à terme. Et tes enfants auront un père qui a fait le bon choix au final. » Jacques s'est approché, posant une main ferme sur l'épaule de Bastien. « Tu as encore une chance de te racheter, de choisir la bonne voie. C'est maintenant ou jamais. » Bastien a hoché la tête lentement, comme un homme en transe. « D'accord, je vais le faire. Je vais tout raconter. » Philippe s'est relevé, sortant son téléphone. « Jacques, appelle tes contacts dans la police. Je veux que Madeleine et Étienne soient arrêtés dans les 2 heures, discrètement, sans qu'ils aient le temps de réagir. » Compris. Pendant que Jacques passait ses appels, Philippe s'est approché de la fenêtre. L'aube commençait à poindre sur Marseille, teintant le ciel de rose et d'orange. Une nouvelle journée se levait, une journée qu'il n'aurait pas dû voir si cette serveuse, Émilie, n'avait pas eu le courage de parler. Il pensait à elle maintenant, à cette femme humble qui avait risqué son emploi, sa sécurité, peut-être sa vie, pour sauver un inconnu. Pendant 15 ans, il avait vécu entouré de luxe, de pouvoir, de gens qui prétendaient l'aimer, et tous l'avaient trahi. Mais une simple serveuse de nuit, qui ne possédait rien, avait fait preuve d'un courage extraordinaire. Philippe. Jacques venait de raccrocher. La police arrive, ils vont prendre la déposition de Bastien, puis organiser les arrestations. Philippe a hoché la tête sans détourner le regard de la fenêtre. « Bien, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Philippe a pensé à Madeleine, dormant probablement paisiblement dans leur lit. Ignorant que son monde était sur le point de s'effondrer, il a pensé à Étienne, qui allait se réveiller dans quelques heures pour apprendre que son plan avait échoué, et il a pensé à Émilie, dans sa petite maison, serrant sans doute sa fille contre elle, inquiète des conséquences de son geste courageux. « Je vais m'assurer qu'on rende justice », a-t-il répondu finalement, « et je vais remercier la femme qui m'a sauvé la vie. » Des sirènes ont retenti dans le lointain, se rapprochant rapidement. Bastien s'est mis à pleurer de nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Le poids terrible de son secret venait de s'alléger. Philippe est sorti de l'appartement. Laissant Jacques gérer l'arrivée de la police, il avait besoin d'air, besoin de marcher, besoin de digérer la trahison monumentale qu'il venait de découvrir. 15 ans de mensonges, 15 ans où sa femme avait compté les jours jusqu'à pouvoir le tuer. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Mais il était vivant, grâce à une inconnue qui ne lui devait rien. Et maintenant, il allait s'assurer que justice soit faite. Émilie s'est réveillée en sursaut, le cœur battant la chamade, pendant un instant de confusion. Elle ne savait plus où elle était, puis tout lui est revenu d'un coup. L'hôtel, Madeleine au téléphone, Philippe Charpentier, la confession tremblante qu'elle lui avait faite. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle a tourné la tête vers le réveil. 9h30 du matin, elle avait dormi à peine 4 heures. Lucie était déjà levée. Elle l'entendait fredonner dans la cuisine, probablement en train de préparer ses céréales. Émilie s'est assise lentement dans le lit,
la tête lourde, tout son corps était tendu, comme si elle avait passé la nuit à courir. L'angoisse qui l'avait accompagnée jusqu'au sommeil était toujours là, peut-être même plus intense maintenant qu'elle était réveillée. Aucune nouvelle de Philippe Charpentier. Aucun message, aucun appel. Le silence était assourdissant. Est-ce qu'il l'avait cru finalement? Ou avait-il pensé qu'elle était folle et l'avait-il simplement écartée poliment avant d'oublier toute cette histoire? Et si Madeleine découvrait que quelqu'un l'avait dénoncée? Elle trouverait forcément qui avait parlé. Le personnel de nuit de l'hôtel était restreint. Il ne faudrait pas longtemps pour remonter jusqu'à elle. Émilie a senti la panique monter dans sa poitrine, compressant ses poumons. Elle avait du mal à respirer. « Calme-toi », s'est-elle murmurée. « Calme-toi, Émilie. Philippe a promis. Il a dit que personne ne saurait. Mais les promesses d'un milliardaire à une serveuse, ça valait quoi, au fond? Maman !» La voix joyeuse de Lucie a retenti depuis la cuisine. « Tu es réveillée? J'ai préparé le petit déjeuner. » Émilie s'est forcée à sourire en se levant. Quoi qu'il arrive, Lucie ne devait rien voir. Sa fille méritait de garder son insouciance d'enfant. « J'arrive, ma puce. » Dans la kitchenette, Lucie avait effectivement sorti les céréales, le lait, et même tenté de faire du café, qui débordait maintenant de la cafetière sur le comptoir. « Oh, ma chérie !» Émilie a éponge le dégât avec un torchon, ne pouvant s'empêcher de rire malgré son angoisse. « C'est adorable. Mais tu sais que tu ne dois pas utiliser la cafetière toute seule. Je voulais te faire une surprise. » Lucie l'a serrée dans ses bras. « Tu avais l'air tellement fatiguée hier soir. » Émilie l'a embrassée sur le front, respirant l'odeur de shampoing dans ses cheveux. « Tu es un amour. Allez, viens, on va déjeuner ensemble. » Elles se sont installées à la petite table. Lucie parlait de l'école, d'un dessin qu'elle voulait faire pour la fête des mères, de son amie Clara qui avait perdu une dent. Émilie écoutait d'une oreille distraite, souriant au bon moment, mais son esprit était ailleurs. Que se passait-il en ce moment même? Le vol était prévu pour 10 heures. Était-ce déjà arrivé? Philippe avait-il pris au sérieux ses avertissements? Ou était-il monté dans cet avion, confiant, sans se douter de rien? L'idée qu'il puisse être mort à cause de son silence était insupportable. Mais l'idée qu'elle ait parlé et détruit sa propre vie pour rien était presque aussi terrible. On a sonné à la porte. Émilie a sursauté si violemment qu'elle a renversé son café. Lucie l'a regardée avec surprise. « Maman, ça va ?»« Oui, ma chérie. » « Reste là, le cœur battant. » Émilie s'est approchée de la porte. Qui cela pouvait-il être? Madame Bertrand, un livreur. Ou elle a regardé par le Judas et son sang s'est glacé. Une Mercedes noire était garée devant sa maison. Un homme en costume sombre se tenait devant sa porte. Impassible, non, il l'avait trouvé. Madeleine savait, c'était fini. Émilie a reculé, une main sur la bouche pour étouffer un gémissement de panique. Que faire? Prendre Lucie et s'enfuir par la porte de derrière, appeler la police. Mais pour leur dire quoi? L'homme a sonné de nouveau, puis il a parlé d'une voix claire à travers la porte. « Madame Bernard, je viens de la part de M. Charpentier. Il souhaite vous voir. » Émilie a fermé les yeux, tentant de maîtriser le tremblement de ses mains. Philippe l'envoyait chercher. Était-ce bon signe ou mauvais? Maman. Lucie était apparue derrière elle. « C'est qui? Personne, ma puce. Un monsieur du travail de maman. » Elle s'est forcée à sourire. « Retourne terminer ton petit déjeuner. Maman doit sortir un moment. Maintenant, mais tu viens juste de te réveiller. Je sais, mon cœur, mais c'est important. » Elle a attrapé son téléphone. « Je vais appeler Madame Bertrand pour qu'elle vienne te tenir compagnie. D'accord ?» Lucie a fait la moue, mais n'a pas protesté. Émilie a passé l'appel rapidement, puis s'est habillée à la hâte. Ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à boutonner son chemisier. 10 minutes plus tard, Madame Bertrand était installée avec Lucie devant un dessin animé, et Émilie sortait de chez elle, le cœur au bord des lèvres. Le chauffeur lui a ouvert la portière arrière sans un mot. L'intérieur de la voiture sentait le cuir neuf et le luxe. Un monde qui n'était pas le sien. « Où m'emmenez-vous » a-t-elle demandé d'une voix mal assurée. « À la résidence de M. Charpentier, madame. La résidence. Sa maison. » Émilie a senti son estomac se nouer encore plus. Pourquoi là-bas? Pourquoi pas à l'hôtel? Ou à son bureau? Le trajet a duré une éternité. Émilie regardait défiler les rues de Marseille.
passant des quartiers populaires aux avenues bordées d'arbres, puis aux collines où se dressaient les villas somptueuses. À chaque minute, son angoisse grandissait. Qu'allait-il se passer? Pourquoi Philippe voulait-il la voir? Avait-elle commis une terrible erreur? Allait-elle être accusée de diffamation, traînée en justice par des avocats hors de prix qu'elle ne pourrait jamais affronter? La Mercedes a franchi un portail électrique et remonté une allée de gravier parfaitement entretenue. La propriété était immense. Pelouse impeccable, fontaine, haies sculptées. La maison elle-même était un petit château, tout en pierre claire et grandes fenêtres. Émilie est descendue de voiture, les jambes en coton. Le chauffeur l'a guidée jusqu'à une porte latérale, puis dans un couloir, aux murs ornés de tableaux qui valaient probablement plus que tout ce qu'elle possédait. Ils se sont arrêtés devant une porte en chêne massif. Le chauffeur a frappé 2 coups discrets. « Entrez !» a répondu une voix de l'intérieur. La porte s'est ouverte sur un bureau spacieux. Philippe Charpentier était assis derrière un immense bureau en bois précieux, entouré de plusieurs hommes en costume. Des avocats, sans doute. Il avait l'air épuisé, les traits tirés, les yeux rougis. Mais il était vivant. Émilie a senti ses genoux se dérober sous elle. Il était vivant. Cela voulait dire qu'il l'avait cru, qu'il avait pris des mesures, qu'elle ne s'était pas trompée. Mais alors, pourquoi tous ces avocats? Pourquoi cette convocation solennelle? Philippe s'est levé lentement. Son regard a croisé celui d'Émilie, et quelque chose dans ses yeux l'a fait frissonner. Ce n'était pas de la colère, mais quelque chose de plus profond, de plus douloureux. « Émilie Bernard », a-t-il dit d'une voix rauque. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle s'est assise sur le fauteuil qu'on lui désignait, les mains crispées sur ses genoux. Personne ne parlait. Le silence était oppressant. Philippe s'est rassis lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait. « Je suppose que vous vous demandez pourquoi je vous ai fait venir. » Émilie a hoché la tête, incapable de parler. Sa gorge était complètement nouée. Tout d'abord, Philippe a marqué une pause, et Émilie a vu ses yeux se remplir de larmes. Vous aviez raison, pour tout. Le monde a semblé basculer autour d'Émilie. Elle avait raison. Cela voulait dire que tout était vrai. Le plan, le meurtre, la trahison. Madeleine et Étienne ont été arrêtés ce matin à 6 heures. La voix de Philippe tremblait. Le pilote, Bastien, a tout avoué. Les menaces, l'argent, le plan exact. Ils sont en garde à vue en ce moment même. Des larmes ont roulé sur les joues d'Émilie. Elle ne savait même pas pourquoi elle pleurait. De soulagement, de choc, d'épuisement émotionnel. « Vous m'avez sauvé la vie », a continué Philippe, sa voix s'est brisée complètement. « Vous m'avez sauvé, alors que vous n'aviez rien à y gagner. Alors que vous risquiez tout. » Il s'est levé et a contourné le bureau pour se placer devant elle. Émilie a vu que ses mains tremblaient. « Pourquoi ?» a-t-il demandé, le regard implorant. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Émilie a essuyé ses larmes, respirant profondément pour retrouver sa voix, parce que c'était la bonne chose à faire. A-t-elle répondu simplement « Ma fille m'a appris que la bonté vaut plus que l'argent. » Philippe a fermé les yeux, et une larme a coulé sur sa joue. Dans ce bureau luxueux, entouré d'avocats silencieux, 2 mondes venèrent de se rencontrer. Philippe s'est essuyé les yeux d'un geste brusque, tentant de reprendre contenance devant ses avocats, mais l'émotion était trop forte, trop brute. Il a fait un geste de la main, et les hommes en costume ont discrètement quitté le bureau. Refermant la porte derrière eux, seuls restaient Philippe et Émilie dans ce vaste espace qui semblait soudain moins intimidant, plus humain. Philippe s'est appuyé contre son bureau, les bras croisés, et a regardé cette femme humble assise devant lui. Elle portait un chemisier simple, légèrement froissé, un jean délavé. Ses mains étaient rêches, ses ongles courts et sans vernis, rien à voir avec les femmes qu'il côtoyait habituellement, toujours apprêtées, toujours parfaites. Mais elle était réelle, authentique et courageuse au-delà de tout ce qu'il avait connu. « Je dois tout vous raconter », a-t-il dit finalement. « Vous méritez de savoir ce qui s'est passé après votre départ de l'hôtel. » Émilie a hoché la tête silencieusement, encore sous le choc. Philippe lui a raconté toute la nuit, l'appel à Jacques, l'investigation éclair, les relevés téléphoniques révélateurs, les 500 000 € transférés à Bastien, la confrontation à l'aube, les aveux en larmes du pilote. Il a tout avoué, a expliqué Philippe. La voix chargée d'une amertume profonde. Comment Madeleine l'avait piégé avec des preuves de ses falsifications passées, comment Étienne,
Mon associé, mon prétendu ami, avait élaboré chaque détail du plan, comment ils allaient me tuer au-dessus des montagnes de Provence et se partager ma fortune. Émilie écoutait, horrifiée. Entendre la confirmation de ce qu'elle avait surpris rendait tout encore plus réel, encore plus monstrueux. 15 ans, a continué Philippe d'une voix brisée. 15 ans où j'ai cru être mariée à une femme qui m'aimait. 15 ans de mensonges, de sourires calculés, de je t'aime prononcés sans la moindre once de sincérité. Il a ri amèrement. Savez-vous ce que Bastien m'a dit? Que Madeleine riait en parlant de ma mort, qu'elle comptait les jours jusqu'à être libre et riche. Je suis tellement désolée, a murmuré Émilie. C'est horrible. Vous savez ce qui est le plus terrible. Philippe s'est tourné vers la fenêtre, regardant ces jardins impeccables sans vraiment les voir. Étienne était là hier soir encore. Nous avons dîné ensemble, parlé affaires, ri de nos vieilles anecdotes. Et pendant tout ce temps, il savait qu'aujourd'hui, j'allais mourir. Un silence pesant s'est installé. Émilie ne savait pas quoi dire. Que pouvait-on dire face à une trahison aussi monumentale? Philippe s'est retourné vers elle, et son visage s'est adouci. Mais vous qui ne me connaissez pas, qui n'aviez rien à gagner et tout à perdre, vous avez risqué votre emploi, votre sécurité, pour me sauver. Je ne pouvais pas faire autrement, a répondu Émilie simplement. Je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire, monsieur Charpentier. Je suis juste, moi, une mère qui essaie d'élever sa fille du mieux qu'elle peut, et je ne pouvais pas lui apprendre à être bonne et courageuse si je ne l'étais pas moi-même. Philippe l'a regardée longuement, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Si, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Il s'est approché d'elle. Dans mon monde, Émilie, les gens ne pensent qu'à l'argent, au pouvoir, à ce qu'ils peuvent obtenir des autres. J'ai passé des années entourée de parasites qui ne voyaient en moi qu'un portefeuille. Ma propre femme voulait me tuer pour mon argent, mon associé me trahissait pour la même raison. Il s'est assis sur le fauteuil à côté d'elle, abandonnant la distance formelle du bureau. Et puis vous apparaissez, vous qui gagnez à peine de quoi vivre, vous qui luttez pour payer le loyer et les médicaments de votre fille. Vous auriez pu vous taire, rentrer chez vous, oublier ce que vous aviez entendu. Personne ne vous aurait blâmé. Je me serais blâmée moi-même, a dit Émilie doucement. C'est pire que tout. Philippe a souri pour la première fois, un sourire triste mais sincère. Vous m'avez rappelé qu'il existe encore de la bonté dans ce monde, de la vraie bonté. Désintéressé, il a pris une inspiration profonde. Et je veux vous remercier, pas seulement avec des mots. Émilie a secoué la tête vivement. Non, je ne veux pas d'argent. Je ne l'ai pas fait pour ça. Je vous le jure. Je sais. Philippe a levé une main apaisante. C'est justement pour ça que je veux vous aider, pas comme une récompense, mais parce que c'est juste, parce que vous méritez mieux que de travailler des nuits entières pour à peine survivre. Il s'est levé et est retourné derrière son bureau, sortant quelques documents d'un tiroir. J'ai un poste à vous offrir dans mon entreprise, service administratif, horaires normaux, du lundi au vendredi, 9h-17h, un salaire décent, 3 fois ce que vous gagnez actuellement à l'hôtel. Émilie a écarquillé les yeux. Quoi? Mais je n'ai pas de diplôme, je n'ai jamais travaillé dans un bureau. Vous apprendrez? Philippe a souri. Croyez-moi, l'intégrité et le courage ne s'enseignent pas. Le reste, oui. Et il y a plus. Il a sorti un autre document. Assurance santé complète pour vous et Lucie, les meilleurs médecins, les meilleurs traitements pour son asthme. Plus de nuits à vous inquiéter de comment payer les médicaments. Des larmes ont recommencé à couler sur les joues d'Émilie. C'était trop. C'était impossible. Et j'ai parlé ce matin avec le directeur de l'école Sainte-Marie. C'est l'une des meilleures écoles privées de Marseille. Lucie aura une bourse complète si elle souhaite y étudier. Émilie a porté une main à sa bouche, submergée par l'émotion. Tout ce pourquoi elle avait lutté, tout ce dont elle avait rêvé pour Lucie mais qu'elle pensait impossible à atteindre, Philippe le lui offrait. Pourquoi ? A-t-elle chuchoté. Pourquoi faire tout ça? Philippe s'est rassis à côté d'elle. Et pour la première fois, Émilie a vu la profondeur de sa douleur dans ses yeux. Parce que pendant 15 ans, j'ai vécu entourée de mensonges, de gens qui prétendaient m'aimer pour mon argent. J'avais perdu foi en l'humanité. Émilie, je pensais que tout le monde avait un prix, que la bonté n'existait plus. Il a pris une inspiration tremblante.
Et vous m'avez prouvé que j'avais tort. Vous m'avez montré qu'il existe encore des gens bons, des gens qui choisissent de faire ce qui est juste même quand c'est difficile, même quand ça leur coûte. » Sa voix s'est brisée. « Vous ne m'avez pas seulement sauvé la vie cette nuit. Vous m'avez donné quelque chose de plus précieux encore, l'espoir. » Émilie pleurait ouvertement maintenant. Elle s'est levée, ne sachant pas quoi faire, trop bouleversée pour parler. Philippe s'est levé aussi, et spontanément, ils se sont étreints, pas comme un patron et une employée, pas comme un riche et une pauvre, juste comme deux êtres humains qui venaient de traverser ensemble une nuit terrible et d'en sortir transformés. « Merci », a murmuré Philippe dans ses cheveux. « Merci d'avoir été courageuse. Merci d'avoir été bonne. Merci de m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. Merci à vous, » a répondu Émilie d'une voix étranglée. « De m'avoir écoutée, de m'avoir cru, de me donner cette chance. » Ils se sont séparés, tous deux essuyant leurs larmes, souriant malgré tout. Alors, Philippe lui a tendu les documents. « Vous acceptez ?» Émilie a regardé les papiers, le contrat de travail, l'assurance santé, la bourse pour Lucie. C'était tout ce dont elle avait rêvé. Une vie meilleure, un avenir pour sa fille. Mais plus que ça, c'était la reconnaissance que faire le bien avait de la valeur, que le courage avait sa récompense. « Oui », a-t-elle dit en prenant les documents d'une main tremblante. « J'accepte, et je vous promets que vous ne le regretterez pas. Je travaillerai dur, je sais. » Philippe a posé une main sur son épaule. « Je n'ai aucun doute là-dessus. » Il l'a raccompagnée jusqu'à la porte, où le chauffeur attendait pour la ramener chez elle. « Prenez quelques jours pour vous organiser, » a dit Philippe. « Donnez votre préavis à l'hôtel. Installez-vous dans votre nouvelle vie, et lundi prochain, vous commencez. » Émilie a hoché la tête, encore sous le choc de tout ce qui venait de se passer, dans la voiture qui la ramenait chez elle. Elle a regardé par la fenêtre les rues de Marseille défiler. Tout semblait différent maintenant, plus lumineux, plein de possibilités. Elle avait fait le bon choix, le choix difficile, le choix courageux. Et pour une fois dans sa vie, la bonté avait été récompensée. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit qui avait tout changé. Émilie était assise à son bureau dans les locaux lumineux de Charpentier Entreprises, révisant un rapport trimestriel. Par la grande fenêtre, elle voyait le vieux port s'étendre sous le soleil de mai, les bateaux dansant doucement sur l'eau turquoise. C'était si loin de la cuisine étriquée où elle comptait ses euros, si loin des nuits interminables à l'hôtel. Son téléphone a vibré, un message de Lucie. « Maman, j'ai eu 18-20 en maths. Madame Dupont dit que je progresse super bien. » Émilie a souri, le cœur gonflé de fierté. Lucie s'épanouissait à l'école Sainte-Marie. Ses crises d'asthme avaient drastiquement diminué grâce au nouveau traitement. Elle s'était fait des amis, participait à des activités, riait plus qu'elle ne l'avait jamais fait. « Bravo ma puce, je suis tellement fière de toi. On fête ça ce soir avec ton dessert préféré. » On a frappé à la porte de son bureau. « Entrez. » Philippe est apparu, souriant, 2 cafés à la main. « Bonjour Émilie, je me suis dit qu'une pause café ne ferait pas de mal. » C'était devenu une habitude ces dernières semaines. Philippe passait la voir, parfois pour discuter d'un dossier, parfois juste pour bavarder. Au début, Émilie était intimidée par ses visites, craignant de dire quelque chose de déplacé. Mais Philippe avait une façon de la mettre à l'aise, de lui parler comme à une égale, avec plaisir. Elle a accepté le café avec reconnaissance. « Comment s'est passé votre rendez-vous avec les Japonais ce matin ?» Brillamment, Philippe s'est assis en face d'elle. Ils ont signé 3 ans de partenariat. Jacques était ravi. Ils ont bu leur café en silence confortable. Émilie observait Philippe discrètement. Il avait changé ces derniers mois. Les rides de fatigue autour de ses yeux s'étaient atténuées. Il souriait plus souvent. Il semblait plus léger. Le divorce avec Madeleine était en cours. L'affaire avait fait grand bruit dans les médias. La femme du milliardaire arrêtée pour tentative de meurtre. Mais Philippe avait réussi à garder le nom d'Émilie hors de tout ça, comme il l'avait promis. Officiellement, c'était une enquête de routine qui avait révélé la conspiration. À quoi pensez-vous ? La voix de Philippe l'a tiré de ses réflexions. À tout ce qui s'est passé. Émilie a souri doucement. Parfois, j'ai encore du mal à y croire. Il y a 3 mois, je comptais mes centimes pour acheter du pain. Aujourd'hui, je travaille dans un bureau avec vue sur le port. Vous le méritez. Philippe a posé sa tasse. Vous savez,
J'ai reçu les retours de votre chef de service. Il dit que vous êtes exceptionnelle, rigoureuse, organisée, toujours prête à aider les autres. » Émilie a rougi. « J'essaie juste de faire de mon mieux. » C'est exactement ça. Philippe s'est penché en avant. « Vous donnez toujours le meilleur de vous-même. C'est rare et précieux. » Leurs regards se sont croisés et Émilie a senti quelque chose passer entre eux. Quelque chose de nouveau, de fragile, mais de réel. Elle a détourné les yeux, soudain troublée. Et Lucie, Philippe a changé de sujet, sentant son malaise. Comment va-t-elle? Merveilleusement bien. Le visage d'Émilie s'est illuminé. Elle adore sa nouvelle école. Elle vient de m'envoyer un message. 18 sur 20 en maths. C'est fantastique. Philippe a ri. Elle tient de sa mère, manifestement, intelligente et courageuse. Vous devriez la rencontrer un jour. Les mots étaient en sortis spontanément, avant qu'Émilie puisse les retenir. Elle a rougi encore plus fort. Je veux dire, si vous avez le temps, bien sûr. Pas d'obligation, j'adorerais. Philippe a souri chaleureusement. Vraiment. Pourquoi pas ce week-end? On pourrait aller au parc Borelli, peut-être déjeuner quelque part. Émilie a cligné des yeux, surprise. Vous êtes sûre? Absolument. Il s'est levé. Samedi, 14h. Je passe vous chercher toutes les deux. D'accord. Émilie sentait son cœur battre plus vite. Lucie va être surexcitée. Philippe est parti avec un dernier sourire, et Émilie est restée seule dans son bureau, se demandant ce qui venait de se passer exactement. Le samedi était magnifique. Un de ces jours de printemps où Marseille se parait de ses plus belles couleurs. Lucie avait insisté pour porter sa robe à fleurs bleues. Celle qui tourne bien quand je fais des pirouettes, maman. Et n'avait pas arrêté de parler depuis le matin. « Tu crois qu'il va vraiment venir? Le monsieur qui t'a donné le nouveau travail. » « Oui, ma puce. Il s'appelle Philippe. Et il est gentil. Très gentil. Plus gentil que papa. » Émilie s'est figée. Lucie parlait rarement de son père, qui les avait abandonnés quand elle n'était qu'un bébé. Différent, mon cœur. Très différent. Quand Philippe est arrivé, Lucie s'est d'abord cachée derrière sa mère, timide. Mais Philippe s'est accroupi à sa hauteur, lui tendant un paquet joliment emballé. « Bonjour Lucie, ta maman m'a dit que tu aimais dessiner. J'ai pensé que ça pourrait te plaire. » Lucie a ouvert le paquet avec des yeux brillants. C'était une mallette de crayons de couleur professionnelle, avec des dizaines de teintes. Waouh! Elle a levé les yeux vers Philippe, toute timidité envolée. « C'est le plus beau cadeau du monde. Merci, monsieur Philippe. Appelle-moi juste Philippe. » Il lui a souri. Alors, prête pour une journée au parc. L'après-midi a été magique. Ils ont marché dans le parc Borelli, Lucie courant devant pour regarder les canards, puis revenant vers eux en racontant tout ce qu'elle voyait. Philippe écoutait avec une attention sincère, posant des questions, riant de ses histoires. Émilie les observait, le cœur étrangement serré. Voir sa fille si heureuse, voir Philippe si détendu et naturel avec elle, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Ils ont déjeuné dans un petit restaurant près du port. Lucie a commandé des pâtes et a raconté à Philippe toute sa vie, son école, ses amis, ses dessins, son chat imaginaire qu'elle appelait Monsieur Moustache. « Pourquoi imaginaire ?» a demandé Philippe. « Tu n'as pas de vrai chat ?» Lucie a secoué la tête tristement. « Avant, on n'avait pas le droit dans notre ancien appartement. Et maintenant ?» Elle a regardé sa mère. « Maman dit qu'il faut attendre un peu. » Philippe a échangé un regard avec Émilie, qui a haussé les épaules avec un sourire. « On vient d'emménager dans notre nouvel appartement. Je voulais qu'on s'installe d'abord. » C'est sage, Philippe a fait un clin d'œil à Lucie. « Mais je connais un excellent refuge pour animaux. Quand ta maman sera prête, je vous y emmènerai. » Vraiment, les yeux de Lucie se sont illuminés. « C'est vrai, maman. On pourra avoir un vrai chat. » Émilie a ri devant l'enthousiasme de sa fille. « On verra, ma puce, peut-être. Peut-être ça veut dire oui. » Lucie s'est tournée vers Philippe avec un sourire conspirateur. Quand maman dit peut-être, ça veut toujours dire oui au final. Ils ont tous ri ensemble. Et Émilie a réalisé qu'elle n'avait pas été aussi heureuse depuis toujours, peut-être plus tard, alors que Lucie jouait sur les balançoires. Philippe et Émilie se sont assis sur un banc à l'ombre d'un platane. « Votre fille est merveilleuse », a dit Philippe doucement. « Merci. » Émilie a regardé Lucie rire sur la balançoire. « Elle est tout pour moi. Ça se voit. » Philippe a marqué une pause. « Vous savez, ces derniers 2 mois, travailler avec vous, apprendre à vous connaître,
Ça m'a changé. Émilie l'a regardé, surprise par le ton sérieux de sa voix. Vous m'avez montré ce qui compte vraiment dans la vie. Pas l'argent, pas le pouvoir, pas les apparences. Il a tourné son regard vers elle. La simplicité, l'authenticité, l'amour. Le cœur d'Émilie battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Pendant 15 ans, j'ai vécu dans un mensonge. Mais ces 3 derniers mois avec vous, il a souri, c'est la première fois depuis longtemps que je me sens vivant. Vraiment vivant. Philippe, Émilie ne savait pas quoi dire. Ce qu'elle ressentait était si nouveau, si inattendu. Je sais que c'est peut-être trop tôt, que les choses sont compliquées. Le divorce n'est pas encore finalisé. Et vous avez Lucie à penser. Il a pris sa main doucement. Mais je voulais que vous sachiez ce que je ressens, que ces moments passés avec vous et votre fille sont les plus précieux que j'ai vécus. Émilie a regardé leurs mains jointes, sentant des larmes lui monter aux yeux. Je ressens la même chose, a-t-elle murmuré. Mais j'ai peur. Nos mondes sont si différents. Ils l'étaient. Philippe a serré sa main. Mais peut-être qu'on peut construire un nouveau monde ensemble. Un monde basé sur ce qui compte vraiment. Lucie est revenue en courant vers eux, essoufflée et rayonnante. Vous avez vu comme j'allais haut. J'ai touché le ciel. Philippe et Émilie ont ri, et il a lâché sa main doucement. On t'a vu, championne. Sur le chemin du retour, Lucie s'est endormie dans la voiture, la tête sur l'épaule d'Émilie. Philippe conduisait en silence, souriant, quand ils sont arrivés devant leur immeuble. Il a porté Lucie jusqu'à l'appartement, Émilie l'a mise au lit, et Philippe a attendu dans le salon. « Merci pour cette journée », a dit Émilie en revenant. « C'était parfait, pour moi aussi. » Philippe s'est approché d'elle. « On recommence bientôt. J'aimerais beaucoup. » Ils se sont regardés longuement, et quelque chose de nouveau commençait à naître entre eux, quelque chose de précieux et de vrai. 6 mois après cette nuit à l'hôtel, le palais de justice de Marseille bruissait d'une agitation inhabituelle. Les journalistes s'étaient massés devant les portes, les caméras prêtes à capter chaque instant du procès qui avait captivé toute la France. L'affaire Charpentier. Émilie était assise dans la salle d'audience, les mains crispées sur son sac. Philippe était à côté d'elle, sa présence rassurante. Jacques Morel se tenait juste derrière eux, vigilant comme toujours. « Ça va aller », a murmuré Philippe en posant doucement sa main sur la sienne. « C'est bientôt fini. » Émilie a hoché la tête, même si son cœur battait la chamade. Elle n'était pas convoquée comme témoin. Philippe avait tenu sa promesse de garder son identité secrète. Officiellement, l'enquête avait été déclenchée par une vérification de routine des comptes de l'entreprise. Mais elle voulait être là. Elle devait voir la fin de cette histoire qu'elle avait contribué à écrire. Les portes se sont ouvertes, et 2 gardes ont fait entrer les accusés. Madeleine Charpentier est apparue la première, menottée, vêtue d'un tailleur gris simple, si loin de ses tenues de luxe habituelles. Ses cheveux, autrefois impeccablement coiffés, étaient tirés en arrière sans élégance, mais son visage gardait cette froideur, cette arrogance qui la caractérisait. Elle a balayé la salle du regard, s'arrêtant brièvement sur Philippe. Pas un soupçon de regret dans ses yeux. Puis est entré Étienne Roux, l'ancien associé de Philippe. Il avait maigri, ses traits étaient creusés. Contrairement à Madeleine, il gardait les yeux baissés, comme s'il ne pouvait affronter le regard de personne. Bastien Lefebvre était déjà dans la salle, assis à part. Il avait accepté de témoigner contre les 2 autres, en échange d'une réduction de peine. Son visage était marqué par des mois de culpabilité et de remords. La cour. Tout le monde s'est levé. Les juges sont entrés, solennels dans leurs robes noires. Le procès allait commencer. Les heures qui ont suivi ont été éprouvantes. Le procureur a présenté les preuves accablantes, les relevés téléphoniques montrant les dizaines d'appels entre Madeleine et Étienne, les transferts bancaires, 500 000 € à Bastien, les enregistrements des conversations interceptées où il planifiait le meurtre dans les moindres détails. Bastien a été appelé à la barre. Il a raconté tout, la voix tremblante. Comment Madeleine l'avait piégé avec les preuves de ses falsifications. Comment Étienne avait peaufiné chaque aspect du plan. Comment il avait failli commettre l'irréparable. « Je regrette tellement », a-t-il dit en pleurant. « Chaque jour, je me réveille en remerciant Dieu que je n'ai pas eu à aller jusqu'au bout, que quelqu'un ait eu le courage de faire ce que je n'ai pas pu faire. Dire la vérité. » Philippe a serré la main d'Émilie plus fort. Elle savait qu'il pensait à elle, à ce qu'elle avait risqué. Puis est venu le tour de l'avocat de Madeleine.
Un homme au costume impeccable, au sourire carnassier, qui a tenté de présenter sa cliente comme une victime. Ma cliente était prisonnière d'un mariage toxique. A-t-il plaidé avec emphase? Philippe Charpentier était un homme contrôlant, autoritaire. Elle vivait dans la peur. Émilie a senti Philippe se raidir à côté d'elle. C'était un mensonge éhonté, et tout le monde dans cette salle le savait. Le procureur s'est levé, foudroyant l'avocat du regard. Prisonnière, il a brandi un dossier. Les relevés bancaires montrent que Madame Charpentier dépensait sans limite, 50 000 € par mois en moyenne. Voyages de luxe, bijoux, vêtements de grands couturiers. Est-ce ainsi que vivent les prisonnières? Il a continué, implacable. La vérité, c'est que Madeleine Charpentier a épousé Philippe Charpentier pour son argent. Elle a joué le rôle de l'épouse aimante pendant 15 ans, attendant patiemment le moment où elle pourrait tout prendre. Et quand elle a rencontré son complice, Étienne Roux, elle a décidé qu'elle en avait assez d'attendre. Elle a planifié froidement le meurtre de son mari. Madeleine est restée impassible pendant toute la plaidoirie. Pas un muscle de son visage n'a bougé. Cette froideur était plus effrayante que n'importe quelle émotion. Enfin, Philippe a été appelé à témoigner. Émilie l'a regardé se lever et marcher vers la barre. Il était digne, calme, mais elle voyait la douleur dans ses yeux. « Monsieur Charpentier », a commencé le procureur avec douceur, « pouvez-vous nous parler de votre mariage avec l'accusé ?» Philippe a pris une inspiration profonde. « Je croyais aimer ma femme. Je croyais qu'elle m'aimait aussi. » Sa voix était posée mais chargée d'émotion. « Pendant 15 ans, j'ai vécu dans ce que je pensais être un mariage heureux. Nous dînions ensemble, voyagions ensemble, partagions notre vie. Ou du moins, c'est ce que je croyais. » Il a regardé Madeleine directement pour la première fois. Découvrir que tout était un mensonge, que chaque sourire, chaque je t'aime était calculé, c'est une douleur que je ne souhaite à personne. Mais découvrir qu'elle planifiait ma mort, sa voix s'est brisée. C'est quelque chose que je n'arriverai jamais vraiment à comprendre. Comment peut-on dormir à côté de quelqu'un en sachant qu'on va le tuer? Un silence pesant s'est abattu sur la salle. Même les journalistes avaient cessé de griffonner. « Monsieur Charpentier, comment avez-vous découvert la conspiration ?» Philippe a hésité une fraction de seconde. Il avait préparé cette réponse avec ses avocats. Une vérification de routine de nos comptes a révélé un transfert suspect. Nous avons creusé et tout s'est dévoilé. Ce n'était pas un mensonge, techniquement. Mais ce n'était pas toute la vérité non plus. La vérité, c'était une serveuse courageuse qui avait tout risqué. Mais cette vérité resterait secrète, protégée. Le procureur a appelé ensuite des experts de psychiatres qui ont analysé la personnalité de Madeleine. Le diagnostic était glaçant, trait narcissique prononcé, absence d'empathie, capacité de manipulation exceptionnelle. Le profil classique d'une personne capable de planifier un meurtre sans remords, a conclu l'expert. Étienne Roux a finalement été appelé, contrairement à Madeleine. Il a craqué à la barre. « Je suis désolé », a-t-il sanglot. « Philippe, je suis tellement désolé. Tu étais mon ami, mon associé, et je t'ai trahi pour l'argent et pour elle. » Il a regardé Madeleine avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. Elle m'a séduit. Elle m'a fait croire qu'on aurait un avenir ensemble. Elle a joué avec moi comme elle a joué avec toi. Je ne me cherche pas d'excuses. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je veux que tu saches que je le regrette chaque seconde de chaque jour. Philippe n'a pas réagi. Son visage était de marbre. Les plaidoiries finales ont duré des heures. L'avocat de Madeleine a tenté jusqu'au bout de semer le doute. Mais les preuves étaient écrasantes. L'avocat d'Étienne a plaidé la clémence, arguant du remords sincère de son client. Enfin, les juges se sont retirés pour délibérer. L'attente a semblé interminable. 2 heures plus tard, ils sont revenus. « Levez-vous ». La salle entière s'est dressée. Le président du tribunal a pris la parole, sa voix résonnant dans le silence absolu. « Madeleine Charpentier, vous êtes reconnue coupable de tentative de meurtre avec préméditation, de complot criminel et de corruption. Vous êtes condamnée à 15 ans de réclusion criminelle. » Pas un muscle n'a bougé sur le visage de Madeleine. Elle a simplement hoché la tête, comme si on venait de lui annoncer un rendez-vous chez le coiffeur. « Étienne Roux, vous êtes reconnu coupable des mêmes chefs d'accusation, compte tenu de votre coopération et de vos remords. Vous êtes condamné à 12 ans de réclusion criminelle. » Étienne s'est effondré, pleurant dans ses mains. « Bastien Lefebvre, compte tenu de votre coopération déterminante et de vos aveux complets, vous êtes condamné à 5 ans de prison avec sursis. »
Les gardes ont emmené Madeleine et Étienne. Au moment de quitter la salle, Madeleine s'est retournée une dernière fois vers Philippe, et là, pour la première fois, Émilie a vu quelque chose traverser son visage. Pas du regret, de la rage, une rage froide et pure. Puis elle a disparu derrière les portes. Philippe est resté immobile un long moment, puis il s'est tourné vers Émilie, et elle a vu les larmes couler silencieusement sur ses joues. « C'est fini », a-t-il murmuré. « C'est vraiment fini ». Émilie l'a pris dans ses bras, là, devant tout le monde, sans se soucier des regards. Il tremblait contre elle. « Oui », a-t-elle chuchoté, « c'est fini. Et maintenant, tu peux vraiment recommencer à vivre. » Un an après le procès, par une douce soirée de septembre, le jardin de la propriété Charpentier brillait de 1000 lumières. Des lampions blancs pendaient aux branches des arbres, créant une atmosphère féerique. Une petite assemblée d'invités triés sur le volet se tenait devant une arche de fleurs blanches et bleues. Émilie se regardait dans le miroir de la chambre d'amis, à peine capable de croire que c'était bien elle. Sa robe était simple mais élégante, en dentelle ivoire, tombant doucement jusqu'à ses chevilles. Pas de traîne spectaculaire, pas de voile imposant, juste elle, dans toute sa simplicité. « Maman, tu es la plus belle !» Lucie tournoyait dans sa robe de demoiselle d'honneur bleu ciel, ses cheveux tressés ornés de petites fleurs blanches. C'est comme dans les contes de fées. Émilie a souri, les larmes aux yeux. Un conte de fées. Oui, c'était un peu ça, mais un conte ancré dans la réalité, né d'une nuit terrible et d'un choix courageux. Madame Bertrand, sa fidèle voisine qui était devenue bien plus qu'une simple gardienne, a ajusté le voile léger dans les cheveux d'Émilie. « Ma petite, je suis si fière de toi. » Ses yeux brillaient de larmes. « Tu mérites tout ce bonheur. Sans vous, je n'aurais jamais pu tenir toutes ces années. » Émilie l'a serré dans ses bras. « Merci pour tout. » Un coup discret à la porte, Jacques Morel est entré, impeccable dans son costume sombre. « C'est l'heure, » a-t-il annoncé avec un sourire rare. « Philippe vous attend. » Et entre nous, je ne l'ai jamais vu aussi nerveux. Émilie a ri malgré son propre trac. Philippe, nerveux. L'homme qui dirigeait un empire de plusieurs millions d'euros. Mais oui, car aujourd'hui n'avait rien à voir avec l'argent ou le pouvoir. Aujourd'hui, c'était juste un homme et une femme qui s'étaient retrouvés dans les circonstances les plus extraordinaires. La musique a commencé. Une mélodie douce au violoncelle. Lucie est partie la première, lançant des pétales de rose blanches sur le tapis de velours. Puis Émilie a pris le bras de Jacques, qui, en l'absence de père, avait accepté avec émotion de la conduire à l'hôtel. Philippe l'attendait sous l'arche de fleurs, et quand leurs regards se sont croisés, le monde entier a disparu. Il portait un costume bleu marine simple, sans ostentation. Ses yeux brillaient de larmes retenues. « Tu es magnifique », a-t-il murmuré quand elle l'a rejoint. « Toi aussi », a-t-elle répondu en souriant. La cérémonie a été intime et touchante. Pas de discours grandiloquent, pas de protocole rigide. Juste l'essentiel. 2 personnes qui s'engageaient l'une envers l'autre, devant les quelques personnes qui comptaient vraiment. Jacques était là, bien sûr, le témoin de Philippe, Madame Bertrand, quelques collègues proches, et surtout Lucie, qui regardait sa mère avec des yeux émerveillés. Quand est venu le moment des vœux, Philippe a pris les mains d'Émilie dans les siennes. « Émilie, il y a 1 an et demi, tu es entrée dans ma vie de la façon la plus inattendue. » Sa voix tremblait légèrement. « Cette nuit-là, dans ce bar d'hôtel, tu m'as sauvé la vie. Mais tu as fait bien plus que ça. Tu m'as appris ce que signifie vraiment être vivant. » Il a pris une inspiration profonde. « Pendant des années, j'ai vécu entouré de luxe mais vide de sens. J'étais riche mais pauvre en ce qui compte vraiment. Et puis tu es arrivé, toi qui n'avais presque rien matériellement, mais qui possédait tout ce qui a vraiment de la valeur, l'intégrité, le courage, la bonté. » Des larmes coulaient librement sur ses joues maintenant. Tu m'as montré que la vraie richesse ne se compte pas en euros. Elle se compte en moments partagés, en rires de Lucie, en matins tranquilles avec un café. Tu m'as appris à vivre simplement, authentiquement. Et aujourd'hui, je te promets de passer le reste de ma vie à être digne de ton exemple. Je promets d'être le meilleur homme que je puisse être, pour toi et pour Lucie. Émilie pleurait ouvertement maintenant. Elle a essuyé ses larmes d'une main tremblante avant de parler. « Philippe, quand j'ai pris la décision de te parler cette nuit-là, je pensais juste faire ce qui était juste. Je ne cherchais rien en retour. »
Elle a souri à travers ses larmes. Mais tu m'as donné tellement plus que je n'aurais jamais pu imaginer. Tu m'as montré qu'il existe encore de la justice dans ce monde, que la bonté peut être récompensée, mais surtout, tu m'as donné quelque chose que je n'espérais plus. L'amour, un amour vrai, basé sur le respect mutuel et les valeurs partagées. Elle a serré ses mains plus fort. Je te promets d'être toujours honnête avec toi, de te rappeler ce qui compte vraiment quand tu l'oublieras, de construire avec toi une vie simple mais riche de sens. Et je te promets que Lucie et moi, nous t'aimerons de tout notre cœur. Lucie, incapable de se retenir plus longtemps, a couru vers eux et les a enlacés tous les deux. « Je vous aime », a-t-elle dit, déclenchant les rires attendris de tous les invités. Le célébrant, souriant lui aussi, a déclaré d'une voix émue « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Philippe a attiré Émilie contre lui et l'a embrassée tendrement, pendant que Lucie applaudissait et que les invités se levaient pour les acclamer. La réception a été simple et joyeuse. Un dîner en plein air sous les étoiles, de la musique douce, des conversations chaleureuses, rien d'ostentatoire. C'était exactement ce qu'ils voulaient tous les deux. À un moment de la soirée, Philippe et Émilie se sont éclipsés sur la terrasse qui surplombait Marseille. La ville s'étendait en contrebas, les lumières scintillant comme des milliers d'étoiles terrestres. Philippe a passé un bras autour de la taille d'Émilie, la serrant contre lui. « À quoi penses-tu » À cette nuit, Émilie a souri doucement. À l'hôtel, quand j'ai entendu Madeleine, je me souviens d'avoir eu si peur de tout perdre. Et maintenant je réalise que j'ai tout gagné. Elle s'est tournée vers lui. Tu ne m'as pas seulement sauvé de la pauvreté, Philippe. Tu m'as montré que faire le bien peut être récompensé, que le courage a du sens. Philippe l'a embrassée sur le front. C'est toi qui m'as sauvée, Émilie. Pas seulement cette nuit-là, chaque jour depuis. Tu m'as appris à vivre vraiment. Un rire d'enfant leur est parvenu du jardin. Lucie jouait avec Monsieur Moustache. Plus vraiment imaginaire depuis qu'ils avaient adopté un chat roux et blanc du refuge quelques mois plus tôt. Elle est heureuse, a murmuré Émilie. Grâce à toi, tu es une mère extraordinaire. Nous sommes une famille maintenant. Émilie a posé sa tête sur son épaule. Une vraie famille. Ils sont restés ainsi un long moment, regardant la ville, se remémorant le chemin parcouru. Épilogue. 5 ans plus tard, le bureau d'Émilie dans les nouveaux locaux de la Fondation Charpentier-Bernard était lumineux et accueillant. Sur les murs, des photos de familles souriantes, toutes celles qu'ils avaient aidées au fil des années, car c'était devenu leur mission commune. Philippe avait transformé une partie de son empire en fondation caritative. Dirigée par Émilie, ils offraient des bourses d'études à des enfants défavorisés, aidaient des mères célibataires à trouver du travail, financèrent des traitements médicaux pour ceux qui n'avaient pas les moyens. « Nous redonnons ce que la vie nous a donné », disait toujours Philippe. Lucie, maintenant âgée de 13 ans, excellait dans sa prestigieuse école. Elle parlait souvent de devenir médecin pour aider les gens, comme sa mère l'avait fait en sauvant Philippe. Philippe lui-même avait restructuré ses entreprises avec une éthique nouvelle, salaire décent, conditions de travail respectueuses, investissement dans des projets durables. Il n'était plus seulement un homme d'affaires. Il était devenu un entrepreneur social. Et leur histoire, bien que gardée secrète dans ses détails, était devenue une légende dans les cercles philanthropiques de Marseille, l'histoire d'une serveuse qui avait risqué tout pour sauver un inconnu, et d'un milliardaire qui avait appris que la vraie richesse n'était pas l'argent. Ce soir-là, alors qu'Émilie fermait son bureau, Philippe est passé la chercher comme il le faisait souvent, prêt à rentrer à la maison. Toujours, main dans la main, ils ont quitté la fondation. Dans la voiture, Émilie a regardé par la fenêtre les rues de Marseille défiler. « Tu te souviens de l'Hôtel des Lumières » a-t-elle demandé soudain. « Comment pourrais-je l'oublier » Philippe a souri. « C'est là que tout a commencé. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si je n'avais rien dit, si j'avais choisi le silence. » Philippe a serré sa main. « Mais tu as parlé, parce que tu es courageuse, parce que tu es bonne. » Il l'a regardée avec tout l'amour du monde. « Tu ne m'as pas seulement sauvé la vie cette nuit-là, Émilie. Tu m'as appris à vivre. » Émilie a souri, les larmes aux yeux. « Et toi, tu m'as montré que la bonté peut être récompensée. » Ils sont rentrés chez eux, où Lucie les attendait avec Monsieur Moustache, des devoirs à finir, et 1000 histoires à raconter sur sa journée. Une vie simple, une vie vraie, une vie construite sur ce qui comptait vraiment,
La serveuse de minuit était devenue la gardienne du cœur renouvelé d'un homme qui avait tout perdu pour tout retrouver, et lui avait appris que la véritable richesse était dans la femme courageuse qui, guidée par la lumière de sa conscience pure, avait transformé deux destines à jamais,